Bienvenue dans Ballroom. Bonjour les amis, bienvenue sur Ballroom, c'est Gaëtan Bong. J'ai un nouvel invité, je vais le laisser se présenter. Gildas Sambabanza, entrepreneur, ligament croisé. Attends. Pourquoi ligament croisé? Parce que c'est la seule chose qu'on me dit à chaque fois quand tu dis t'as fait du foot? Je dis ouais. Ah, t'as joué combien de temps en pro? Ah non, je t'ai blessé. Ah, ligament croisé? Ouais. Non, c'est vrai. Croisé pour de vrai. C'est vrai, les ligaments croisés. Donc avant de débuter, on va y aller tranquillement. Mais comme tu as lancé le ligament croisé dès le départ, c'est vrai qu'on a croisé, j'ai croisé aussi beaucoup de... Tous les mecs qui sont à l'extérieur, qui ont joué un peu au foot, à chaque fois qu'ils disent soit je suis footballeur ou j'aurais pu être footballeur, mais malheureusement ça touche un peu son genou. Je crois que c'est devenu même un mime. Dès que tu parles à quelqu'un et dis ah, ligament croisé. Il y en a qui pensent que c'est marrant. Jusqu'au jour où tu as vraiment des ligaments croisés. Oui, mais parce qu'en fait ils réalisent pas qu'il y a des joueurs, il y a des personnes à qui ça a pu arriver et malheureusement il y a eu une grande déception derrière. Donc ils ne réalisent pas quand quelqu'un dit oui j'ai le ligament croisé. Généralement c'est soit pour impressionner, soit pour faire le mytho. Le mec il a jamais fait de foot, il a joué à la cité, il a joué en DH, dragué, trop, tu vois. Et tu connais les ligaments croisés. D'accord. Et donc moi je te connais, je sais ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu aurais pu faire. Parce que oui, on peut le dire dans ton cas, ce que tu aurais pu faire, contrairement à beaucoup. Maintenant, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours avant, quand tu étais en centre de formation, parce que l'objectif, comme on l'a dit, de Ballroom, c'est d'ouvrir les yeux aux personnes qui vont nous regarder, aux jeunes joueurs, aux parents, les accompagnateurs, qui puissent comprendre l'envers du... Tu as commencé le foot à quel âge? Je crois que j'avais peut-être 5 ans. 5 ans. D'accord. Moi je suis né à Grenoble, donc j'ai commencé 5 ans. Ouais, je pense que ça. Je crois que ma première licence c'était dans un club qui s'appelait ES Manival. ES Manival à Grenoble. Ouais. Et après Grenoble? Après Grenoble, déménagé avec mes parents. Je suis parti vivre à Londres, j'avais 10 ans. Ah, t'es parti de Grenoble directement à Londres? À Londres, ouais. À 10 ans, et ça s'est passé comment après ça? À Londres, t'es arrivé, tu t'es inscrit dans un club? Ah non, à Londres c'était marrant parce que pour trouver des clubs déjà, il fallait déjà commencer à parler un peu anglais, le temps que ma famille s'installe, etc. Okay. Et c'était ma grande sœur qui avait trouvé Crystal Palace. Et tu vois, à l'époque c'était genre tu vas, tu t'entraînes, tu payes, parce qu'en Angleterre c'est ça, tu payes pour les entraînements. Okay. Et quand j'étais à Crystal Palace, le gars qui faisait les entraînements il était coach à Wimbledon. Donc de Crystal Palace, au final il m'a dit non, parce que Crystal Palace à l'époque c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Et Wimbledon à l'époque, il était en première ligue, c'était à l'époque avec les Vinnie Jones, Dennis Wise, tout ça et tout. Oui. Donc je suis parti quand j'étais petit, j'avais quoi, 10-11 ans, j'étais à Wimbledon. J'ai fait ça et... Mais c'était pas dur de t'adapter quand t'es arrivé en Angleterre? Bah déjà, je comprends rien. Non, mais après, au final, moi, je suis devenu bilingue en 2 mois. Non, mais c'est vrai, mais Parce moi... que je suis rentré pieds joints à l'école primaire, tout ça et tout, je comprenais rien, mais... Au final, j'avais un pote à moi en cours, on parlait pas la même langue. Et c'était genre, il me dit pantalon, il monte son pantalon, il me dit trousers. Moi, je répète, trousers, t-shirt, jeans. Au bout de 2 mois, c'est lui qui me copiait en cours. Non, mais c'est vrai, quand on est jeune, on apprend plus vite. Moi, dans mon cas, j'ai dû le faire en étant adulte. Ah, c'est vrai que c'est roulé. Donc, imagine. Quand t'es petit, t'es en immersion, au final, t'es juste sur le terrain de foot, t'es en train de jouer à la récré, donc tu te vides des potes. Mais c'est vrai que dans les clubs de foot, là c'est différent. Parce que c'est pas la même mentalité en Angleterre. Moi je vais t'en donner une. Quand je suis à l'Olympiakos, j'arrive à l'Olympiakos, donc l'entraîneur était espagnol. On avait un traducteur pour les Espagnols. Donc c'est espagnol pour les Espagnols grecs. Après il y avait donc les Sud-Américains, ceux qui parlaient espagnol. Il y avait, laisse-moi voir, il y avait nous les Français, il y avait ceux qui parlaient anglais, donc il y avait un autre traducteur du coup pour l'anglais et le grec. Et nous les Français, on était les seuls, on n'avait personne pour nous traduire. Et tu sais très bien comment on est en France.
anglais, ou très mal. Donc j'arrive, on était 25 au bord du terrain, il y avait 3 ou 4 traducteurs. Le coach il parlait espagnol à vitesse grand V, on comprenait rien. Et ça durait 5 minutes, il expliquait en 5 minutes. On se regardait les Français, on se disait qu'est-ce qui se passe et il envoyait des exercices. Donc c'est pour te dire que, encore jeune, t'es arrivé, tu l'as adapté. Adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, tu m'expliquais, donc du coup, t'as réussi. Bah en fait j'étais là, j'étais dans ce système anglais. À l'époque il n'y avait pas. En fait c'était un peu comme à Clairefontaine en Angleterre, c'est que tu avais ton club pro entre guillemets la semaine, et le week-end tu jouais dans ton club de Sunday League. Donc tu es dans un club pro toute la semaine, tu as des équipements, etc. Et le week-end tu joues dans ton petit club. Ok, donc le week-end tu jouais dans ton petit club, t'es resté combien de temps comme ça? Bah en fait jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, mes GCSEs. Moi, c'est comme l'équivalent, je crois, du bac en France, un truc comme ça. Et j'arrivais pas à trouver le moyen de. En fait, je voulais venir jouer en France. Pourquoi? Parce que je voyais tout le temps. Je grandis en France de base. Donc j'avais toujours les 11 mondiales, les France Football, et tu voyais les mecs en centre de formation, des trucs. Tous les gars qui étaient en équipe de France, etc. Alors que moi, vu que j'étais en Angleterre, et à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, etc. Ben, tous mes potes, ils étaient en équipe d'Angleterre. Ça veut dire que les gars avec qui j'étais à l'école, les gars avec qui je jouais, en moins de 15, en U16, quand c'était la trêve, etc., t'avais un pote à moi, Charles Samba, il partait en équipe d'Angleterre, t'avais les Bradley Wright Phillips, tous les mecs en fait. Ah oui, parce que toi t'étais français. Ouais, j'étais français. Donc au final, moi j'étais inconnu au bataille. Donc au final, t'étais inconnu parce que toi tu jouais avec eux, mais tu devais rester. Ouais, mais quand ils faisaient rien faire, eux ils étaient dans des clubs, d'autres ils Et en France, on ne connaissait pas parce que t'étais pas dans un gros club. En France, on ne connaît pas parce que à l'époque, Angleterre-France, c'était comme si c'était de mon appart, tu vois. Et moi, j'étais le Frenchie. Ça veut dire que Frenchie, mais ça s'arrête là, tu vois. Quand ils partent en tournoi. Et en fait, souvent, mon père, tous les étés, il me faisait faire des stages. Ça veut dire que j'ai fait des stages Jean-Michel Larquet. Oh, je me rappelle de ces stages. Moi, je suis parti là-bas prendre ma coupe de meilleur joueur. D'accord. Jean-Michel Larquet, et après j'avais fait des stages aussi à Nantes, pareil. En tout cas, je faisais tous les étés, il fallait que je fasse un stage de foot. Donc les étés, tu revenais en France pour faire les stages de foot. Que pour ça, encore là. Mais pourtant, en fait, le truc, c'est quoi? C'est quand t'es petit et tu vois les brochures et tu vois FCN, Nantes et tout, tu dis, waouh, je vais aller faire un stage et direct, je viens dans le club. Oui. Alors qu'en vrai de vrai, c'est un stage de vacances. C'est ça. Où même ceux qui n'ont jamais fait de foot, ils payent et ils viennent, tu vois. C'est ce que j'expliquais, c'est ce que j'ai pu expliquer lors du premier épisode. C'est juste un business. Ouais, c'est juste un business pour faire de l'argent. Les jeunes, ils sont contents, ils voient un gros nom derrière. Les parents, ils comprennent rien, donc ils pensent la même chose. Ils pensent, bon, je vais amener mon enfant à ce stage-là, il va se montrer et il aura des chances de signer. Alors que ça se trouve, les coachs, c'est les mecs qui ont fait de BAFA et tout. Mais c'était vraiment ça, tu vois. Mais c'est vrai. Mais c'est dans le stage à Nantes que j'ai rencontré un bon pote à moi qui s'appelle Julien. Et au final, on se voyait tous les ans, tu vois. Genre, on s'est vu 2 années, je crois, de suite. C'est qu'on se donnait rendez-vous à la même époque. Nos parents, ils ont parlé, vas-y les petits, l'année prochaine, stage à Nantes, etc. Et là, je crois que je vais avoir peut-être 14 ou 15 ans. Là, le foot, ça commence à devenir un peu plus sérieux, tu commences à avoir des plus gros rêves, etc. Et quand j'ai fini mes GCSE, vu que mon pote, il jouait à Chantilly à l'époque, j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, est-ce que je peux partir en France? Genre, 1 an. Si en 1 an, je trouve pas un club et tout, après je rentre en Angleterre et je vais à l'école. Mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as eu le soutien de tes parents? Est-ce que tes parents te poussaient à jouer au football? Ah non, c'est moi je pense, qui poussait, surtout mon père, à m'entraîner tout le temps. C'est-à-dire que on m'a pas forcé à faire du foot. Moi, je kiffais jouer au foot. Et je kiffais m'entraîner, je kiffais aller au parc, courir. Même quand mes potes ils allaient en boîte en Angleterre, ça sortait, tu vois. Les ambiances, tout ça et tout. Moi, c'était vraiment. Je me prenais pour un ouf. J'allais à l'école avec des poids au chute, tu vois. Comment ça avec des poids au chute? Oh, j'étais déterminé. Je voulais rien savoir. J'allais à l'école avec des poids. Je faisais mon footing et tout le matin. Après, je faisais des tours de terrain. Parce que je voulais vraiment être pro. Mais attends. T'allais à l'école avec des poids au chute? Ouais, mon costume, j'ai des poids d'1 kilo. Ah, les costumes, en plus, les costumes. J'ai des costumes et tout. Je
chez moi, j'avais ma barre de traction, je faisais mes pompes et tout, j'étais dans un truc. Et vu que j'étais pas grand de taille, je suis toujours pas grand, et en Angleterre, il n'y avait que des monstres. Et je jouais milieu de terrain en 6, il fallait faire quelque chose, donc il fallait être costaud sur ses appuis, rapide et être assez endurant, tu vois. Donc avec mon père, c'était marrant parce qu'il me faisait des séances. Je croyais que j'étais dans Rocky, mais je kiffais. Réveille le matin, il donne des œufs crus, tu vois, les trucs, on va courir. Et mon père, il a joué au foot, tu vois. Donc il mettait des centres. Fallait que je mette la tête et tout ça, c'était avec du recul, tu vois, c'était genre des meilleurs moments où tu pars le dimanche au parc et tout. Et mon père, il me mettait des vrais tendus. Coup du pied, contrôle et tout, tête et tout. J'ai dit, quand je rentrais, j'allais dormir. Je le voyais. D'accord, ok, bon. Donc maintenant, tes parents, du coup, ils t'ont laissé revenir en France. Voilà, mon père, il a accepté, ma mère, elle s'en fout du foot. Juste son fils, il soit en bonne santé, que tout se passe bien, tout ça et tout. Et tu laisses pas partir à 16 ans comme ça à l'abordage. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais envoyé des CV à tous les clubs de France. Mais à l'époque, c'était CV, imprimé, envoyé d'Angleterre, payé. Je t'envoyais à tout le monde. Tous les clubs de, je crois, de Ligue 1, Ligue 2, ils ont dû recevoir mon CV. Après, bon, tout le monde devait. Mais t'avais quel âge encore à ce moment-là? J'avais 15 piges. Ok. C'est-à-dire que lettre écrite, lettre de motivation. Non, mais ça veut dire que t'es déterminé, ça veut dire que t'as envie de réussir. Et je crois qu'il y a un club qui m'a répondu, je crois que mon père a déjà toujours le truc, c'est Toulouse. C'est assez gentil pour me dire non. Mais au moins ils ont répondu à la lettre. Et c'était ça le début de cette aventure en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon pote, ok vas-y viens, je vais venir en France, comme ça je pourrais jouer à Chantilly. Mais attends, t'es en Angleterre, venir en France, mais t'avais de la famille en France. Ouais, donc en fait j'étais chez mon oncle, donc à Melun. À Melun, donc t'es arrivé en région parisienne. Ouais, région parisienne, je dormais chez mon oncle à Melun. Et j'étais scolarisé à Chantilly, en 60. Et de Chantilly, parce que moi quand tu me dis ça, je suis en train de voir l'Île-de-France et à quel endroit tu te situes. Donc tous les jours j'allais, parce que j'étais toujours scolarisé, parce que j'étais mineur encore, et j'avais signé dans le club de Chantilly. Okay. Et vu que je me suis pris tard, j'étais pas accepté à l'internat. Pour l'instant. C'est-à-dire que donc les 6 premiers mois, tous les jours je faisais Melun-Chantilly. C'est-à-dire que le matin, je me rappelle comme si c'était hier, c'était réveillé à 4h15 pour que je prenne le bus. Parce que mon oncle il travaille la nuit, donc il ne pouvait pas me déposer à la gare. D'ailleurs 4h15 c'est super tôt. Bus pour aller à la gare de Melun. Gare de Melun RERD jusqu'à Gare du Nord. Gare du Nord je montais. Train direction Grande Ligne Creil. Je descendais à Chantilly-Gouvieux. Et je commençais à l'école. Je crois qu'il fallait arriver là-bas vers 7h30. Tu partais à quelle heure alors, matin? Matin, je me réveillais vers 4h. Je m'en marre. Non mais ça c'est une. Encore, c'est une fois de plus. T'as 15 ans, t'es en Angleterre, tu reviens en France, il faut convaincre. Parce que tu me dis ça, je comprends, je me rappelle très bien comment nos parents, parce que nous c'est première génération, parents vraiment très durs. Mais moi les études c'était super important, même quand j'étais en France, quand j'étais petit, déjà avec mon âge aujourd'hui, je me dis mais à quel moment et comment ils ont fait, avec quels moyens ils m'ont mis en école privée. J'étais à Mistral, cité totale, mais ils ont réussi à me mettre en école privée, sacrifier plein de moyens pour qu'on ait cette éducation-là et tout. Là avec l'âge maintenant tu dis ah ouais. Non mais la force, tu vois. Non la force, il faut le reconnaître, la force aux parents et franchement, même moi quand je fais un retour, je me vois aujourd'hui, je vois le coût de la vie, en sachant que j'ai réussi, que j'ai joué au football, que j'ai fait une carrière, je me pose toujours la question comment nos parents ont fait. Comment ils ont fait, comment ils ont eu la force de caractère pour déjà t'adapter, travailler. Derrière ça, avoir confiance pour dire je laisse mon enfant retourner en France, dans ton cas, se débrouiller, même si on a de la famille en finalité, c'est se débrouiller, parce que bon, quand c'est pas ton père ou ta mère, t'as de l'amour, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Tu dis ton fils il est là-bas et tout, après bon, moi je suis proche de mes parents, tous les jours c'est ce que même là, le téléphone il va sonner, mais c'était vraiment, moi je voyais pas. En fait, vu que j'étais dans ma bulle et ma détermination pour être professionnel, je ne voyais rien autour. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en France, je connais personne, à part mes potes avec qui je jouais, tout ça et tout. Quand j'arrive à Chantilly,
c'est pas le même système que le système français. Le système anglais. C'est-à-dire que en Angleterre, les catégories c'était simple. Under 10, under 11, under 12, under 13, under 14. Et ça continue. Donc quand moi j'arrive à Chantilly, dans ma tête, je me dis je suis en moins de 17. Mais je savais pas qu'il y avait première année, deuxième année. Donc moi dans mon film, c'est ouais, j'arrive à Chantilly, ils sont en moins de 17 ans nationaux, c'est cool. Je pourrais jouer contre tous ces clubs et montrer mes qualités et tout. Ouais. Je suis première année, dans un nouveau club. Je finis en PH. Je finis en PH, et moi je me réveille à 4h du matin, ils savent pas que je prends le train, frère. Quand il y a des entraînements. Le soir, je reprends RERD qui fait grande ligne de Chantilly jusqu'à Melun, donc laisse tomber le trajet. Je suis un fou. Donc j'ai fait tout ça pour être là. Et après, t'es à l'école, donc tu parles avec des potes et tout, donc les trucs c'est quoi? Ah, l'année prochaine on va faire Staps, on va faire ci. Qui va faire Staps? Je suis pas là pour ça, moi. Et on me voyait comme un fou. C'est vrai qu'ils disaient, mais lui, il est là, il a dit dans un an il va dans un club pro, alors que nous on est plein à être là depuis X temps, personne ne connaît. Et moi je leur disais, ouais mais les gars, je peux faire que vous quand même. Genre, pour de vrai, oui. Mais même, je t'arrête 2 secondes, mais même, c'est le mindset. Ouais, non, mais en fait c'était dans ma tête, c'est ça. C'était comme ça, c'était la détermination. C'est ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Peu importe ce que tu peux me dire, je vais travailler pour. Ça veut dire que je vais continuer. Et je crois que le déclic, c'est quand j'ai été accepté à l'internat et que maintenant je dormais vraiment comme tout le monde et j'avais une hygiène de vie normale, donc j'avais plus les 4 heures de trajet par jour. T'as été accepté à quel internat? De l'école, à Chantilly. À Chantilly. Parce que c'était plus simple, j'étais à l'école au lycée et en même temps le club c'était juste à côté. Okay. Et ça me permettait de rester chez mon pote et tout, parce que les week-ends quand il y avait match, il y avait des matchs à 110, etc. Donc tous les week-ends j'étais quasiment chez lui, tu vois. Et c'était super cool. Et la deuxième partie de saison, après la trêve, quand on est revenu et que j'étais à l'internat finalement, bah là c'était jour et la nuit. Bah oui, parce que du coup tu étais moins fatigué, tu t'étais adapté, et en plus tu as dû faire des petites rencontres, tu as dû créer des liens, donc tu t'es libéré. C'était une nouvelle vie. Et quand je suis revenu, à la deuxième partie de saison, je passais d'être remplaçant une fois en PH à titulaire en 27 ans nationaux. En combien de temps? C'était en quelques mois. Donc le niveau, donc ça veut dire que ton niveau, il était vraiment là. Ça veut dire le mindset que tu avais, il représentait le niveau que tu avais et le niveau que tu voulais atteindre. Ouais, mais c'était marrant parce que je prenais beaucoup plus de plaisir, je commençais à comprendre parce que tu sais, des fois, tu viens dans un nouveau système, nouveau club, tu peux te faire boycotter, tu sais même pas pourquoi. En plus, moi je suis en première année avec plein de rêves et je dis que je vais faire ci, parce que je me cachais pas. Moi. Dès qu'on me dit, ouais, t'es là pour faire quoi? Parce qu'ils me disaient, mais toi t'étais en Angleterre, à Wimbledon, qu'est-ce que tu viens foutre à Chantilly? T'es un mytho, tu vois. tu mens, tu vois, vas-y, ça va, il était pas dans un club en Angleterre, il ment. Et en plus, regarde, il est remplaçant en PH et tout ça. Mais une fois que j'ai commencé à avoir mon niveau, la confiance, etc., bah là maintenant, même mes coéquipiers, ils me disent, ah, il est chaud, hein, il est chaud. Et à la finalité, c'est le club où je voulais vraiment aller, où j'ai fini par signer. Et c'était quel club? Le Havre. Donc, Le Chantilly. Donc, ouais. Le Havre, ils t'ont vu, tu as joué contre eux. Ouais. Généralement, c'était juste ça. Ça veut dire que Le Havre, meilleur centre de formation, tu vois Sinama Pongol, Anthony Le Tadec, qui arriveront à Liverpool, tu vois les trucs, le hack. Et moi, je dis putain, si je peux signer au Havre, c'est le meilleur centre de... Dans ma tête, c'était le meilleur centre de formation au monde. C'était mon monde, tu vois, je connaissais que ça. Et on a eu un match au Havre. Chantilly, Le Havre. Je démarre le match arrière droit. J'étais première année, donc je jouais tous les postes. Au final, j'étais... En jeune, si c'est pas les entraîneurs, pour les vrais formateurs, en centre de formation, même les clubs de formateurs, ils ont tendance à bouger les joueurs déjà de poste. Polyvalent, je jouais tous les postes. De poste, et aussi ça permet de découvrir souvent un super joueur en poste où on ne s'attendait pas. Et derrière aussi, ça permet aux joueurs de se projeter et de voir l'exigence d'un poste. Par exemple, je vais expliquer pour un ailier, des fois on va le faire jouer latéral droit. Pourquoi? Pour qu'il puisse se mettre, pour qu'il puisse comprendre la façon de fonctionner du latéral droit. Et après, l'entraîneur, qui va revenir, qui va lui dire, bon, tu as joué latéral droit, tu as vu tout ce que tu n'aimais pas. Maintenant, je te demande, en tant qu'ailier, de faire tout ce que tu n'aimais pas au latéral droit.
En fait, moi, je suis juste content d'être avec les moins internationaux en A, tu vois. Oui, l'équipe 1. Je suis le 85, il n'y a que des 84. Donc, je suis là, je suis au terrain, je suis arrière droit. Bah, je fais un match correct. Sauf que je suis pas à mon poste. Et au bout de 10-15 minutes, je crois, il y a mes coéquipiers qui se blessent. Et le coach, il me dit, bah, passe en 6. Comme on dit les choses, ce qui doit arriver, arrive. Je passe en 6 et c'est tout un autre match. Et c'était un kiff de ouf. C'est-à-dire que j'ai failli mettre un but de fou, mais malheureusement de l'autre côté il y avait Steve Mandanda, donc c'était compliqué. En plus, donc c'était Mandanda dans les buts. Oh, dans les buts. Ah oui. Il avait fait une parade, c'est tombé. D'accord. Frappe en dehors de la surface, j'étais déjà comme ça. Rien du tout. Clac. Claquette à la cavée. Ok. Et le match, c'était vraiment un super match. Jusqu'à la 75e minute, je crois, parce qu'on a perdu 5-0 finalement. Donc on avait 0-0. Et t'étais au mi-temps. Ouais, 0-0 pendant 75 minutes. Et je crois les 15 dernières minutes, ils ont fait rentrer 2 ailiers, c'est mes gars aujourd'hui. Sur les côtés, les 84 qui étaient redescendus et passe dans le trou, appui, remise, dédoublement, passe en retrait. Quand t'es première année, déjà, on t'est dans ton match. Mais quand on fait des mecs qu'on fait redescendre, généralement, ça veut dire que c'est des mecs qui sont à un niveau, mais au-dessus. Au-dessus. En fait, j'étais sur le terrain et c'était beau à voir. Okay, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas, par exemple, quand tu te rappelles quand tu étais jeune, tu as été dans le cas là, et quand tu arrives à après, on va en discuter, mais quand tu arrives en centre de formation, on se connaît tous. Et même si on ne se connaît pas, tu guettes toujours l'autre, tu regardes sa gestuelle, tu regardes ses matchs. Sur un contrôle, tu sais que lui, il est chaud. Et les mecs qu'on envoie au-dessus, tu les vois pas souvent. Parce qu'on te dit, ah mais lui il est au-dessus, lui il est au-dessus. Et souvent ils ont ton âge. Et quand ils redescendent, en fait c'est, quand ils sont rentrés, ben, j'ai vu le décalage. C'est-à-dire que c'était des trucs simples. C'est-à-dire que des fois, quand t'es avec tes potes, les gens ils pensent que quand t'es fort en foot, c'est parce que tu fais des dribbles. C'était juste la remise. La qualité de remise, de passe. Les dédoublements, le positionnement. J'étais vraiment sur le terrain en train de regarder et de dire ah, je crois que je vais jamais être pro. Pendant une seconde, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Non, mais la simplicité. Ah, c'était beau, c'était beau. Ça veut dire que tu comprends les choses, ça va vite. Et en plus, mais je pense aussi, le fait que tu aies pu le remarquer, parce qu'il est là, parce que les gens parlent souvent de talent. Mais le talent, il n'est pas que dans le fait de pouvoir dribbler, c'est cette faculté à vite comprendre ce qui est en face de toi. Ça veut dire que si déjà tu as pu le remarquer sans parler du score, mais quand tu vois des doublements, 1, 2, des passes claquées, des passes les remises qui restent au sol, c'est fluide. L'autre il part dans le dos, j'essaie de crier, l'autre prends-le, mais ça croise, les gens ils savent plus ce qui se passe. On était fatigués, on a tenu 0-0 pendant quasiment tout le match. Ils ont 5-0. Et j'avais une sensation bizarre sur le retour à Paris, du moins à Chantilly, dans le quart. C'est que pour moi, je n'avais pas perdu. On n'avait pas perdu 5-0. C'est-à-dire que j'avais gagné. Peu importe le score, dans ma tête, j'avais gagné. C'était j'étais content de mon match. Mais c'était la première fois que tu joues en 6. Ouais, c'était surtout un des premiers matchs où vraiment même mes coéquipiers, je pense, du club à l'époque, regardaient différemment. Ils ont vu. Ouais. Donc là, je suis devenu le petit chouchou. Vous avez perdu, tu vois. Vous avez perdu, mais justement dans ce collectif, tu as réussi à sortir ton individualité. Donc tu étais content déjà parce que tes coéquipiers avaient respecté. Et c'était. Même ça resserrait les liens avec les gars qui étaient dans mon équipe. Et là, tu vois, de toute façon, dans le foot, c'est ça. Hein. Les forts, ils prennent que entre eux, en vrai. c'est malheureux, mais c'est les règles du centre de formation. C'est les règles du centre de formation, c'est les règles de la vie. Dans la vie, parce qu'il faut dire la vérité dans la vie, si tu regardes bien. On essaye, c'est vrai qu'on essaye de tous s'adapter, mais on a pu côtoyer, on l'a vu. Quand tu arrives au milieu de certaines personnes, des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont une ambition et qui ont fait des choses, si tu regardes bien, généralement, elles traînent ensemble, elles sont ensemble. C'est pour ça qu'on dit souvent, je regarde avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et en centre de formation, ça rigole pas, et j'arrête pas de le répéter, c'est la jungle, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et il y a beaucoup de parents qui doivent le comprendre. Le mindset que tu as avec, c'est super important.
quand je parle souvent, parce qu'on dit, on se moque des jeunes joueurs quand tu es en centre, même quand tu es en club amateur, parce que les gens ne se rendent pas compte que le fait de ne pas te respecter, être dans un vestiaire tout le temps, quand tu dis oh moi je suis plus fort que toi, je suis fort, je veux arriver là, et tout le monde rigole, on pense qu'en fait c'est facile pour un jeune joueur d'assimiler ça et de continuer à rêver. Non, Non, mais il faut avoir faim. C'est ce côté-là aussi qui fait la différence entre beaucoup de joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs qui avaient des qualités exceptionnelles, à part le jour du match, parce qu'ils n'avaient pas ce mental-là, et aussi l'inverse, tu vois. Et j'en ai vu où je me disais, mais putain, mais lâche-toi, tu vois, t'es plus fort que ça, mais il y a ce blocage-là, des fois. Et c'est là que le mental, il rentre en jeu, parce qu'il y a des joueurs, même quand ils arrêtent, ils n'y arrivent pas, même quand ils réessayent, ils continuent, ils s'arrêtent jamais. Et il y en a des fois, j'entends souvent, ouais, lui commence à être des pros, il est nul. Je dis, les gars, vous savez pas c'est quoi être pro déjà, mais dire qu'il est nul, on va voir. On va voir à quel point il est nul. Écoute, j'ai un cas parce que je veux parler de Olivier Giroud. Olivier, dans le cadre-là, parce qu'en France, ça a arrivé, on a beaucoup attaqué, malgré la carrière qu'il a, parce qu'il faut regarder la carrière qu'il a. Il a une grosse carrière. Malgré la carrière, parce qu'il a pu avoir pas mal de choses, les gens disaient non, mais il vaut pas lui, il est nul. Et même, je me rappelle quand il signe à Arsenal, il fait certes une super saison, mais moi, je me rappelle quand je suis à Metz, que je suis prêté pendant une année à Tours. Je quitte Metz. Je suis énervé avec le club, tu sais comment c'est, t'étais là, on dit que ça va être toi le titulaire, et d'un coup, l'entraîneur il arrive, il dit non, bon, toi, c'est bien le club, ils disent que t'es le futur, mais non, bon, va voir ailleurs, j'ai d'autres ambitions. Et donc j'arrive en prêt, et quand j'arrive à Tours, premier entraînement, tu sais, quand tu viens, on t'a présenté, t'as pris les photos, et t'as le premier entraînement, maintenant c'est là, tu ne peux pas le montrer, mais il y a cette boule au ventre, et t'as ces... Et en fait, je les vois jouer, je vois l'équipe jouer. Première balle que je touche, je vois les mouvements, je vois la vitesse de jeu. Je vois l'attaquant qui est en face, un grand avec une sorte de crête bizarre. C'était Olivier, mais il n'était pas beau gosse comme aujourd'hui, comme on dit. Mais... Et en finalité, je vois l'équipe, non. Je dis, mais l'équipe elle est meilleure que Metz. Je viens de quitter Metz et je viens dans une nouvelle équipe. Je dis, mais attends, les joueurs ils sont meilleurs. Et donc, en parlant d'Olivier, les premiers entraînements, les premières frappes, premier toucher de balle, exactement le même joueur qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, il a progressé sur certains domaines, mais c'est la même chose. Donc, tout ça, c'est pour en revenir que quand un joueur ou quand une personne à l'extérieur dit « Ah, mais lui, il est nul. Ah, mais lui, il n'a pas tel niveau. Lui, pourquoi il est dans tel club? Ah non, vas-y, il a été pistonné. Oh non, parce que... » Non, moi, je vous le dis. Il y a beaucoup de parcours. Il y a énormément dans le parcours et surtout, il faut jouer contre ces joueurs-là pour comprendre à quel est leur vrai niveau. Parce que des fois, forcément, si on compare un certain joueur, on va dire un bon joueur, par rapport au meilleur joueur au monde, avec la balle, tout ça, c'est normal. Il y a des joueurs, ils te font un cauchemar sur la terre. Il faut aller doucement. Je dis à ces personnes, allez doucement quand vous dites ah lui il est nul. Comment ça se passe avec le Havre? En fait, on joue contre le Havre dimanche, on perd 5-0. Lundi, je pense que le Chantilly reçoit un coup de fil. La semaine d'après, je me retrouve au Havre. Directement? Une semaine après. Oui, parce qu'il y a les feuilles de match et souvent dans les feuilles de match. Une semaine après, je crois qu'ils avaient un essai prévu, des stages de prévus sur 3 jours. Donc on devait être peut-être une cinquantaine, une quarantaine de joueurs. Et j'ai fait mon essai avec la réserve, avec la CFA à l'époque, donc c'était quoi, ils avaient 2-3 ans de plus que moi, il y avait des 83, des 88 et tout, tu vois. Donc mon père il est venu de Londres, et l'essai il a duré 3 jours, et je pense qu'au bout du deuxième jour, ils m'ont dit ouais, c'est bon. Ton père est venu de Londres pour l'essai? Ouais, pour l'essai, pour travailler. Donc on était au Havre, là-bas, ils nous ont mis un hôtel, tout ça et tout, c'était cool. Et ouais, au bout d'une semaine, c'était plié au final. J'ai signé mon contrat de 3 ans là-bas, direct, 1+2, aspirant stagiaire. Mais t'as fini quand même la saison avec... Oui, j'ai fini la saison à Chantilly, donc une semaine après, quand je suis parti à Chantilly, j'avais déjà les équipements.
Comment tu connais le content? Quand tu rentres dans le club et tout, parce que t'es club amateur, on s'habille avec des trucs, on a les trucs du club, etc. et tout, mais là c'était. J'allais dire mon survêt. Je vais te la poser. Est-ce que t'es arrivé avec? T'es arrivé avec? Ouais, c'était dans mon sac. Puis sur le terrain, Non, mais j'avais les équipements de mon moi, club. je te posais parce que j'en ai vu, ils arrivaient déjà habillés. On dirait, les gars, j'ai signé. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là que tu dis putain. Et c'est tous les matchs d'après, maintenant, je crois qu'il y avait un des recruteurs de Lens qui me dit j'invite à signer à et tout. Je dis les gars, franchement, depuis le temps que je cherche un club, Je vous ai écrit, je vous ai envoyé des lettres et il n'y en a aucun de vous qui m'a répondu. En plus, le truc, c'est que Lens, je crois qu'ils avaient signé des trucs avec Nike, ils avaient un nouveau centre de formation de fou. C'était à l'époque, tu voyais Non, mais France Lens, Football, l'équipe de Lens c'était- avec Non. des Guillaume Plessis, je crois qu'il y avait Herman, il y avait plein de joueurs comme ça et tout. Ça, c'était genre, je me suis dit, ah ouais. Non, mais ça faisait plaisir tout de voir qu'au final, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu, mais sans connaître personne Oui, mais après, c'est généralement. et sans agent. Ah, t'avais pas d'agent à ce moment-là? Non, mais je sais même pas si ça non, existait. puisque non. Puisque t'étais en club amateur. T'étais en club amateur et généralement, les agents, ils se présentent souvent quand t'es en championnat national, ils sont quand même autour. Mais quand je dis les agents, je te parle pas des vrais agents, je te parle je suis désolé, les plus ou moins les petits, les vautours. Parce que les premiers là qui sont souvent qui traînent comme ça, c'est ceux-là qui veulent. Attention, il y en a des très bons, il y en a qui ont une qualité pour détecter des super joueurs, mais généralement eux, c'est pas eux les agents. Ils travaillent avec des agents et après ils essayent de te mettre en contact ou même afin de pouvoir récupérer, on va dire, un peu d'argent derrière. Et il faut quand même, pour ceux qui sont bons, il faut les louer. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément qui ont détecté des joueurs. Après, les agents avec qui ils ont pu travailler, qu'ils étaient bons ou pas, ça c'est une autre question. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont autour du terrain, qui regardent, qui cherchent à dénicher, on va dire, une pépite. Des jeunes talents. Donc maintenant, du coup, ça s'est passé comment au Havre? L'adaptation, franchement, c'est super bien. Honnêtement, après moi je suis comme ça de base. C'est-à-dire que je suis assez ouvert avec les gens, je peux être tout sourire, tout ça et tout, j'ai une bonne entente. Et quand je suis arrivé au Havre, la majorité des joueurs, quand j'ai signé, ils m'ont reconnu parce que j'ai joué contre eux. Donc ça va, tu vois, et l'intégration elle s'est bien faite. Et je pense que c'était vraiment dur au début de s'adapter à la charge du travail du centre de formation. Vas-y, je peux te laisser. Un truc que tu dois faire l'été, la pré-saison pour te préparer. Et moi ça va, ça me dérangeait pas parce que je faisais ça de base. Non mais toi t'avais pas toujours ready. J'étais toujours ready. Et moi je pensais que j'étais ready en tout cas. Et on suit le programme, j'essaie d'en faire un peu plus, comme ça j'arrive au club, je suis prêt, tu vois. Ok. Car déjà quand je suis arrivé au club, je sais pas, peut-être dans ma tête, vu que quand j'avais signé, c'était vraiment bien passé, tu vois, il y avait tous les coachs que je devais avoir, le coach du moins 18, de la réserve, j'avais le coach des pros, il y avait le président du club, donc c'était vraiment, j'ai ressenti que waouh, le club, c'est un truc de ouf, tu vois. On m'a passé un contrat, on m'a dit je vais te payer, j'aurais été prêt à payer pour jouer au foot, je savais même pas qu'il y avait de l'argent, tu vois. C'est-à-dire qu'on m'a dit, j'ai dit quoi? Ok. Ça parlait en points à l'époque, donc après je vois le point il vaut tant, après je suis en train de faire mon calcul. La charte du football, on dit tiens, garde là, et je l'ai lu vraiment de A à Z. Et j'étais comme ça, et je me dis ah ouais, donc là maintenant je suis footballeur, et je suis payé, et je suis toujours mineur. Et là maintenant quand tu arrives au club et tu comprends que t'es comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis arrivé, je pensais qu'il allait avoir une banderole et tout. Non, écoute, ta chambre elle est là, prends ta banette, tiens ton sac, tes affaires. Demain, rendez-vous 6h à Agen. Quoi? Agen. Non, répète encore. Agen. D'accord. Mais en fait, c'est quand tu fais la préparation physique et tu commences avec les 3 séances par jour. Donc, 6 o'clock. Agen. Là, c'est c'est 45 minutes de footing intense avec les polars, des trucs, tu tournes en rond. En fait, c'est tellement marrant parce que maintenant que tu me parles de ça, Ça te fait flashback? j'ai tous les flashbacks. Avec la roulette là. Toutes les flashbacks. C'est-à-dire que quand tu voyais cette roulette, Moi, j'avais mal au ventre.
J'avais plus de force. En C'est-à-dire plus, déjà, tu te levais tôt. Au centre de formation, dans la chambre, elle était face au terrain. C'est-à-dire que le directeur du centre, à l'époque, c'était Luc Bruder. Et quand on le voyait avec la roulette comme ça, on dit, ah, c'est tombé. Mais ça faisait peur. Il y a tout qui revient. Parce que là, tu vas courir pendant 45 minutes, des fois il fait froid le matin, t'es fatigué, Non. courbaturé de la veille. Il faut oublier la météo. Ah ouais, Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, t'allais courir. c'est pareil. Allez, Et après, tu vas manger ton petit déj. Et après, on t'attend à 10h dans les vestiaires, parce que c'est 10h30 terrain. C'est ça. Et après, tu finis, tu prends ta douche, tu vas manger à midi, après tu vas vite faire une sieste. Inutile d'aller jouer au baby, de toute façon personne n'a de force. Et après, 15h vestiaire, 15h30 terrain. Et après, tu repars dans ta chambre. Attends. Moi, j'étais à Metz. J'étais à Metz. Donc à Metz, tu fais pas la muscu. Ouais, Parce que. ouais, mais bah, à Metz, tout le monde faisait tous 2 mètres. Votre équipe. C'était un truc de ouf. Attends, doucement avec mon club de cœur. Non. Il faut dire non. Mais c'est vrai que c'est l'un des meilleurs centres de formation en France. Et c'est vrai que. Parce que. On dit toujours, oui, Metz ont des joueurs. Parce que c'est vrai, en jeune, les joueurs sont physiques. Les joueurs sont grands, ils sont rapides. D'accord. Mais pourquoi? Moi, j'ai appris un truc. Dans le football. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais les qualités athlétiques que tu as naturellement, on ne peut pas les changer. Quelqu'un qui est grand, c'est votre région. surtout à un certain âge, bon, si tu deviens un peu aller à 12 ans, bon, tu sais que ça peut changer. Mais à 16 ans, un garçon qui fait 1m85, il risque de faire un 85, voire peut-être un 90. Si à l'âge là, tu fais 1m60, ça va être compliqué. D'accord? Et il faut savoir qu'en fait, toute ta carrière, techniquement, tu vas progresser. Un joueur qui est concentré sur la technique, en fait, il va progresser. Si tu fais 15 ans ou 16 ans de carrière, imagine-toi t'entraîner tous les jours. Minimum une fois par jour. Minimum, je dis, parce qu'il y a énormément de clubs encore qui font 2 fois par jour, mais ça, j'arrive pas à comprendre parce que les jeunes joueurs ne vont pas faire de longue carrière. Début de saison, ce que je comprends, mais il y en a encore au courant de la saison, ils mettent 2 entraînements. Ah oui, non, il y en a, ils le font encore. J'arrive pas à comprendre, mais bon, ça se vend, c'est certains coachs qui le veulent parce que bon, ils se disent, j'ai l'impression qu'ils veulent, je sais pas, ils veulent punir leurs joueurs. Non, mais il y a des coachs qui sont comme ça. Dès qu'il est un peu fâché, je sais pas si ça s'est mal passé à la maison, mais il arrive sur le terrain, il veut punir les joueurs. Double séance. Donc, c'est pour dire que non. Mais c'est vrai que il y a certains gabarits, mais pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont compris que toute ta carrière, tu vas progresser techniquement. Et ils vont faire en sorte que tu puisses progresser de ce côté-là. Tu nous as expliqué un petit peu comment tu as arrivé au Havre, l'adaptation. Franchement, c'est les meilleures, des meilleures années, je crois. Tu as passé combien d'années là-bas? Moi, du Havre, j'étais de 2002 à 2007. Ok. Ah ouais, quand même, 5 ans. Ouais, un plus de 5 ans, je crois. D'accord. Mais le truc, c'est que il y a des années où c'était pas pour du foot, j'étais juste blessé à chaque fois. Voilà, t'as eu beaucoup de blessures ou... Parce que bon... En fait, j'ai pas eu beaucoup. Oui. On va dire ça comme ça. On va dire que j'ai fait moins de 18, réserve. Et une fois que j'ai commencé à faire mes premiers entraînements avec les pros, une semaine après, veille de match, on fait veille de préparation Gambardella, on a un faux match à Avion et fin du game. Et c'est là que tu t'es fait les ligaments croisés. Mais les vrais. Les vrais. Non, les vrais. Et on appelle ça une pintade. C'est-à-dire que le mec il m'a taclé, ma jambe est partie à 90 degrés sur le côté. Tout a sauté. Ligament interne, externe, arrachement osseux. En fait, il restait que le nerf. Si le nerf était sectionné, ça faisait une jambe de bois. Donc je me suis tapé 4 mois de fauteuil roulant, hôpital, 4 bretons, back to back, tout ce que tu veux. Ah ouais. Et en fait, quand tu es dans le bloc, quand tu sors du bloc, tout ce que tu entends, c'est tu vas peut-être plus jamais remarcher, 12 mois, tu vois, tous des trucs qui étaient dans un film, tu vois. Ouais. Et pendant que tu es posé comme ça, tu es assis. Et c'est comme un flashback. T'as plein de trucs
Et pourquoi est-ce que j'ai fait ce contrôle? Pourquoi est-ce que je suis même pas Pourquoi je suis sorti joué ce match-là? Non mais le pire dans tout ça, c'est que même à la mi-temps, mon coach il m'a demandé de sortir. Parce que j'avais fait un bon début de saison, il m'a dit vas-y c'est bon, nanana. Et c'est moi je lui ai dit non, vas-y, s'il te plaît et tout, parce que j'avais envie de jouer ce match-là, tout ça et tout. Non, mets-moi un milieu gauche, un truc comme ça. Donc mets-moi milieu gauche, change de crampon. Parce que en 6, je m'étais total 90, à gauche j'ai mis les vapeurs. Yes, Changement de joueur. Changement de Voilà, direction. Gars, clac. Et quand t'es maintenant dans cette position-là et tout le monde me disait ouais, putain, t'as un mental de fou et tout. Bah, c'est pas une question d'avoir un mental de fou, c'est que j'avais pas vraiment le choix en fait. T'as pas le choix. C'est fait, tu vois, tu peux pas revenir en arrière. Et quand on dit ouais, t'as pas eu de chance, etc., je dis bah, c'est pas en soi de la chance, c'est pas un manque de chance ou autre, c'est la vie au final. Tu vois, on décide pas, c'est pas. Tu sais, j'ai pas de regrets. Il y en a plein, ils peuvent avoir des regrets, mais moi en termes de football, j'ai jamais eu de regrets parce que ce qui m'est arrivé, bah, it's life. Ouais. Donc, Non, mais malgré tout ça, j'ai pas arrêté. J'ai eu cette blessure-là. J'ai mis, ils m'ont dit 12 mois, au final j'ai mis 6 mois pour m'en remettre. La saison d'après, j'ai rejoué. C'est-à-dire que j'ai refait une saison entière. Et en fin de saison, je commence à avoir des douleurs sur la pointe de la rotule et j'ai dit franchement et tout, j'ai mal. On fait une infiltration, je me dis ouais c'est un truc de ouf, je sens plus rien, mon genou il est refait, j'ai plus mal et tout. On a un match en réserve sur Paris. Au bout de 5 minutes, la scène, je la revois encore comme ça et tout. On fait une passe, je laisse la balle passer en première jambe, je me tourne, le mec il met un petit croche-pied, je tombe, et après je mets la main sur mon genou, ma rotule elle est coupée en deux. Il y a un trou. C'est-à-dire que je suis là comme ça et tout, je me dis attends c'est une blague. Et j'étais en train de regarder comme ça et tout, et je vois. En fait je me rappelle de la scène et je vois Steve, Mandanda il vient à fond comme ça et tout. Et il demande de l'eau, je croyais qu'il me donnait une bouteille d'eau pour moi, tu vois. Mais en fait la scène était tellement horrible que non, c'était pas pour moi, c'était parce que les gens ils étaient en train de dire oula. Bam, hôpital. En plus, l'hôpital laisse tomber, les mecs ils commencent à dire non, t'as rien, c'est une contusion. Je dis mais non. Bon, ma rotule s'est coupée en deux. Il y avait un trou, c'est cassé. Après, le médecin il dit ah oui, en effet, on s'est trompé de radio. Putain de ma gueule, bon. J'étais quand même à l'hôpital à Crève-Lambissette, donc j'ai dit on va essayer de repartir dans la clinique. Donc quand je pars au Havre, c'est là que je me dis attends, c'est la folie. C'est-à-dire que ma rotule elle se coupe en deux. Je me fais opérer. C'est-à-dire qu'on met un cerclage sur la rotule et on me dit que, vu que la rotule c'est soi-disant l'os le plus solide du corps, etc., blablabla, que ça se guérit facilement et que ça va bien être réparé. Donc ok, je fais ça. Donc on m'opère quelques semaines plus tard pour me retirer le cerclage. Je vais à Cap-Breton pour faire de la rééducation. Pendant que je suis à Cap-Breton sur le stepper en train de faire ma rééducation, j'entends un crack. Donc je me dis ok, putain mon genou il est un peu plus fluide et tout. Après qui m'a dit ouais ça doit être les adhérences et tout. Après j'ai même fait une radio vite fait quand même. Attends. T'as senti un vrai crack, tu leur as dit ouais, j'ai senti un crack. Donc on fait la radio. Cap-Breton, je fais la radio, après moi je vais au self, tout ça et tout nanana. Après j'entends à 19h au haut-parleur, ils disent Monsieur Samba est demandé au cabinet du docteur Savali. Je dis bon. Je monte en haut, tout ça et tout, mais moi je monte en marchant, tu vois. Oui. Je redescends en béquille. Je rentre dans son bureau et je vois contre le mur la radio. J'allais m'évanouir. C'est-à-dire que je m'assois comme ça et tout, et je dis, c'est la radio de quoi ça? De là? Ou celle de quand je me suis blessé? Il m'a dit, mais ça va là, tu t'arrives à faire. Alors que moi, dans ma jambe, j'étais en train de faire des jambes, j'étais en train de faire des trucs. Pour moi, mon genou, il était refait, tu vois. Clac, ils m'ont mis la telle, je redescends en béquille, les mecs au CERS, ils me regardent, ils me disent, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ma rotule, elle est en train de lâcher. Reparti au Havre. Ambulance, 8 heures de trajet de Cap-Breton au Havre. Je me refais opérer. Et pendant 6 mois, je fais pas grand chose. Mais maintenant, je reprends les entraînements, tout va bien, etc. Et tout. On a un match amical contre l'équipe du Maroc, je pense. Tu reviens. Ah ouais, je reviens. Non, mais moi, j'avais jamais arrêté. Non, mais c'est-à-dire que moi, dans mon cerveau, je pose la question, je n'arrête pas le foot. Réussir. C'est quoi qu'il arrive, c'est rien. Tant que j'ai les jambes, je peux marcher, les douleurs. Et aussi, quand je revenais,
Et je jouais, je n'étais pas ridicule. Moi, je sais que je suis moins bon par rapport à la capacité, mais je ne suis pas ridicule face à d'autres personnes qui sont au top de leur niveau. Donc, rebelote, on fait un match et tout, et je suis en train là, je cours, je fais un sprint, parce que je jouais pas en 6 à ce moment-là pour éviter les duels. Donc je suis sur un côté, j'accélère à fond, et je me sens super bien, et paf, je tombe par terre. Et maintenant, je crois qu'on m'a mis un coup. Mais c'est ma rotule qui s'est détachée. C'est-à-dire que je suis par terre, et je mets ma main comme ça, et pas d'émotion, rien et tout. Et il y avait mon coach à l'époque, larmes aux yeux, tout ça et tout. Et moi, je suis comme ça, je dis non, mais vas-y, appelez l'ambulance, il dit on va t'amener à tel hôpital. Je dis non, moi je passe cet hôpital-là, je vais à telle clinique, de toute façon la chambre 7, elle est réservée, je la connais par cœur, tout ça et tout. Appelez telle personne. Et je parlais comme ça et tout, et il me disait mais c'est un ouf lui. Mais déjà, ton mindset, ça veut dire qu'en fait, tu étais obligé de parler comme ça parce que c'était la seule façon pour toi d'encaisser ce qui allait se passer. Parce que sinon, tu étais déjà passé par 2 chirurgies. 3 chirurgies. C'était back-to-back. Et en finalité, ça t'arrive encore. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est ok, c'est fait. Je peux rien faire. Mais maintenant, on peut trouver une solution ou faire en sorte de stabilité. Ok, la rééducation, ça va être ci, ça va être ça, combien de temps? Moi, je fais mon calcul, je vois mon âge, je me dis, ok, d'accord, il y a ci, il y a ça. Et à la finalité, j'ai refait tout ce que je devais à faire, tout le process. Je suis quand même revenu. T'es revenu encore? J'ai quand même rejoué. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, là, c'est fini, tu vois, j'arrête, je quitte le Havre et j'ai dit, vas-y, j'arrête le foot. Mais je pouvais pas arrêter le foot. Moi, je partais en Angleterre. Donc, attends. Après ça, t'as dit, bon. Mais t'as décidé de quitter ou le Havre avec tout ce qui s'est. Non, mais en fait, c'était même plus possible parce que même au Havre, j'avais beaucoup d'avantages quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu des blessures dans plein de clubs, il y a des joueurs et tout, mais ce qu'ils ont fait pour moi, je pourrais jamais dire que ouais, c'est des gamins, t'as été blessé, on t'a laissé, non. Déjà même, je connaissais pas c'était quoi les ligaments croisés à l'époque. Et Cap-Breton, si t'étais pas pro, t'allais pas à Cap-Breton, t'allais pas au CERS. Donc moi, Cap-Breton, j'allais back-to-back. Pourtant, il y a eu des joueurs dans mon club, quand ils les croisaient, ils ont fait leur rééducation avant. Donc, la considération qu'ils avaient pour moi et les efforts qu'ils ont mis derrière pour que je revienne, tout ça et tout. Non, c'était vraiment super sympa de leur part. Et arrivé à un certain stade où tu vois que t'es plus dans la rotation, tu t'entraînes quand même avec la réserve, t'es là et tout, mais t'es un peu l'ancien qui s'occupe de tout ça. Et après, j'ai dit bon, que j'arrêtais le foot. Chose que je ne voulais pas faire vraiment, mais vas-y, je suis reparti en Angleterre. Là, je repars en Angleterre. Personne ne parle de mon genou. Mais c'est normal parce que donc ça va, tu vois. Et là maintenant, je me retrouve dans des clubs où je croise même des anciens potes à moi et tout. Et j'avais fait quoi? J'étais à, je crois que c'était Ipswich. J'avais fait un trial là-bas. Après j'étais à Millwall. Je suis resté à Millwall quasiment. T'étais à Millwall? Waouh. On a fait le match contre Spa Rangers. Non, il faut que les gens comprennent. Parce que Millwall, c'est. Waouh! Si t'es noir, et tu vas à Millwall, c'est. Même quand t'es petit, on était à Millwall de temps en temps. Oui, non, mais je comprends. Mais je veux dire, quand t'es dans le ballon et que tu joues Millwall en Angleterre, c'est. Waouh! Avec Jamie Ward, tout ça et tout. Quand j'étais. Oui, bah oui. Donc, j'ai fait ça. Et même Millwall, c'était marrant parce que j'avais un autre ami à moi qui était en essai aussi avec moi, Arsène Ménessou, qui joue au Havre. Et on a fait l'essai ensemble. Et ça s'est super bien passé. Le dernier match contre Crystal Palace, c'est tout le pre-season. Le coach il nous dit, je prends tes 4 à l'essai. Ils ont dit bon, à la fin de ce match, on vous dit qui reste, qui part. Fin du match, ils convoquent 2 mecs. Moi je regarde mon pote, je dis ah ouais, laisse tomber, on n'est pas pris. Les mecs ils ressortent, ils disent ah les gars, enchanté de vous avoir rencontré, au revoir, tout ça et tout. Le coach il dit yeah G, see you Wednesday. Donc moi je me dis ok. Nice. Ok. Le problème c'est que Tuesday, le coach s'est fait fire. No way. Ah, laisse tomber. No way. Après, on arrive au club comme ça, il est plus là. Donc il s'est fait virer. Ouais, c'est viré dans l'équipe, je crois, c'était à l'époque. Non, mais attends, il devait savoir qu'il allait se faire virer. Non, parce qu'ils ont perdu le match le week-end et c'était bottom of the league, tout ça et tout, donc.
En Angleterre, ça fire. Non, ça va très vite. Donc, très vite. lui, il a été fired. Et après, j'étais là. Bam. Bah, nous, on doit quitter. Après, Barnett, il me proposait des contrats, tout ça et tout. Que j'ai même pas signé au final. Parce que c'était loin de chez moi. Oui, c'était loin, c'était pas intéressant, je pense, financièrement. Et après, j'étais en train de me dire, financièrement, autant que je prenne mes acédiques. Et en vrai de vrai, j'ai quand même un peu mal au genou. Tu te dis, ok, bon, je vais prendre ça, je vais rouler je sais pas combien de temps par jour, prendre le Blackwall Tunnel pendant 1 heure, etc. J'ai dit non, vas-y, flemme. À un moment donné, j'ai failli signer. Oui, mais c'est normal. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, faut être honnête avec soi-même. Ma vision de mon football, c'était pour un certain niveau. Après, le reste, autant que j'avais taffé. Okay. Autant que je me mets dans la tête que il n'y a pas que le foot dans la vie, même si pour moi, c'était toute ma vie. Mais il y a plein de choses. Mais tu vois, ce que tu es en train de me dire, c'est, je veux prendre la comparaison parce qu'il faut, on a écouté, on a vu un peu le résumé. T'as pas eu de chance, tu fais vraiment partie de ceux, on peut dire, t'as pas eu de chance dans le sens où il y en a à 14 ans, 15 ans, bon, ils étaient moyens, ils ne jouaient jamais, mais à 23 ans, ils vont te dire, bon, j'ai pas eu de chance. Alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'avaient pas le niveau. Mais toi, dans ton cas, tu as intégré l'équipe première, tu t'entraînes avec l'équipe première, titulaire en réserve. Déjà, quand tu es titulaire dans un club pro en réserve et que tu as un certain âge, déjà, ça montre le niveau. Et derrière ça, s'entraîner avec l'équipe première, et ça veut dire que tu as le niveau. Et toi, il y a la blessure qui a arrêté cette progression-là. Et maintenant, après ce que tu nous as expliqué, avec la détermination qu'on a vue, parce qu'il y a une détermination, parce qu'elle a commencé avec les poids, elle a commencé avec les poids aux chevilles. Une opération, 2 opérations, 3 opérations, et tu vas aujourd'hui, je suis à 7. Même les 5, j'ai arrêté. Là, je suis à 7 opérations. Là, même les 5, j'ai arrêté. Donc, c'est pour te dire que, en fait, il faut avoir une mentalité pour réussir, pour vouloir réussir. Cette mentalité, elle t'a permis de te relever à chaque fois, de continuer à avancer. Et même quand tu étais justement au fond du trou, tu continues à regarder devant toi et tu n'écoutais pas les blessures, les personnes qui ne croyaient pas en toi. Parce qu'au final, toi, tu croyais en toi et tu savais que tu pouvais y arriver. Et c'est le même mindset qu'il faut avoir quand tu te rends compte que ce n'est pas pour toi. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois énormément de joueurs. Ils ont une carrière qui ne fait que sur le déclin. C'est même pas être sur le déclin, j'ai même pas de mot. Le gars, il est encore plus profond que ça. Mais en finalité, c'est vrai, ils ont une carrière qui est sur le déclin, mais ils continuent à forcer, sachant pertinemment que tu as 19 ans, tu as 20 ans, 21 ans encore, je peux dire, bon, ok. Mais quand tu as 29 ans, 30 ans, 31 ans et ta carrière est sur le déclin et tu signes dans des pays, je ne peux même pas prononcer certains noms, et ben en fait, il faut avoir une force mentale pour te dire qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi la prochaine étape. Parce que le football, ça fait partie, c'est notre vie, c'est ce qu'on aime, mais c'est une étape de notre vie. Il faut avoir la force de savoir arrêter au bon moment pour se relever parce qu'on est des hommes, parce que notre vie ne s'arrête pas. Ah, ça c'est clair, tu le découvres très vite. Hein. Après, il y a d'autres choses, mais quand tu es dans cette bulle, j'ai été dans la bulle et j'ai la chance, j'ai fait une carrière. Mais quand tu es dans la bulle, tu n'arrives pas à voir ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu es en centre de formation, quand tu es en équipe première, que ça soit ton appartement, tu as la personne qui va te trouver, qui va te prendre les rendez-vous pour l'appartement, que ça soit pour les papiers, tu es extrêmement assisté. Mais tu es plus qu'assisté, tu es vraiment. Je vois mes frères, je vois mes potes, mes collègues, certains avec qui j'ai joué, et je vais le redire encore une fois de plus, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont assistés. Et quand tu as une carrière qui est dans le déclin, et vu comment tu as été assisté, il faut vite que tu décides et que tu comprennes que, faut que tu trouves une autre direction, parce que quand tout ça va s'arrêter, du jour au lendemain. Non, du jour au lendemain. Déjà, ton téléphone ne sonne plus. Le téléphone ne sonne plus. D'un côté, c'est, comment dire, c'est un peu normal. Mais c'est normal. C'est un travail. C'est un travail professionnel et t'es payé pour quelque chose, ça devient un travail. Moi, je connais pas au grand monde qui se font virer d'une boîte, d'une entreprise où ils taffent ou qui doivent déménager ailleurs. C'est bon, ciao.
Ils te font un pot de départ, c'est fini, tu vois. Il y a un autre collègue qui vient. Et encore, tu fais un dépôt de départ. Ouais, ça dépend pour qui. Si t'es tu vois. Non, mais c'est pour te dire que voilà, tu as eu la force et tu as eu le courage et surtout l'intelligence de comprendre que, ok, Ah, mais tu as fait ce que tu devais faire. faut pas se mentir à soi-même. Moi, j'ai croisé des potes à moi, même ils m'ont dit et tout. On a pu se croiser dans des événements à l'époque et tout. Je me rappelle, Yohan Kabad. Moi, je le kiffe et tout. Ah, yo, c'est mon gars. Mon gars. Force à lui. Et je me rappelle, il y avait un événement sur Paris, je pense que c'était pour Call of Duty à l'époque, les joueurs ils venaient pour faire un truc, et ils me croisent et tout, tu dis ah putain, ça fait longtemps, on parle, on rigole et tout. Tu fais quoi? Je dis moi, je fais rien du tout, j'ai arrêté. Et mais regardez, mais tu sais, il est sincère, tu vois, dans son visage, il me regarde, il me dit t'as pas voulu faire un petit truc même national, tout ça, nan. Et mon gars, toi t'es en train de jouer à la Champions League avec Lille contre Manchester United. Je sais pas. J'ai arrêté. Et c'est mieux. Moi, dans mon cas, il y a des gens qui ne savaient même pas que j'avais arrêté. Même là, aujourd'hui, il y a des gens qui me posent encore la question, tu joues où? Parce qu'en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Et j'ai un de mes entraîneurs, et force à lui, qui était mon entraîneur à Brighton, Chris Hutton, avec qui j'ai discuté. Quand je pensais à arrêter, donc il y a 1 an, j'ai discuté avec lui. Et je le dis parce que j'avais des offres, j'avais des clubs qui étaient là. Je voyais aussi des salaires qui étaient, attention, qui étaient des super salaires pour, on va dire, les professionnels. C'était des très bons salaires. Mais en fait, je m'étais déjà projeté. J'avais déjà compris que je pouvais jouer 1 an de plus. Mais il y a un truc que les gens ne savaient pas. Quand je suis à Brighton et que je me fais déchirure du biceps fémoral, je sors, je me réveille comme toi de la table de chirurgie. Tout va bien. Bon, on dit ok, ça va aller, tout ça, t'en as pour 4 mois. 4 mois passent parce que les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? 4 mois, ils te chargent en muscu, tu fais tout ce que tu as à faire. Au bout de 4 mois, j'arrive sur le terrain, premier entraînement. Je veux faire une passe en ligne droite, ce que j'ai fait toute ma carrière, tu l'as fait les yeux fermés, la passe en ligne droite. Je frappe le ballon part de l'autre côté. Je frappe le ballon, ça veut dire que tu es à cette distance, je vais faire une passe, le ballon part de l'autre côté. Je dis, mais oh, au bout de 10 minutes, pourquoi tu m'appelles? Il me dit, il commence à s'énerver. Il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Je dis, coach, je comprends pas. J'ai fait toute la rééducation, j'étais dedans, tout allait bien, tous les tests, tout va bien. J'ai dit, je comprends pas. Il me dit, non, t'es pas sérieux. Je dis, je suis sérieux. Il se met en face de moi, j'essaie de lui faire la passe, le ballon part de l'autre côté. Je repars à l'intérieur. Je dis, je comprends pas. Ils font des tests, bam, je suis à Brighton, je vais à Londres. Ils me disent le spécialiste. Il faut que ça aille avec les spécialistes anglais. Moi, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien savoir après ça. C'était la première et dernière fois, j'ai dit. J'arrive, il me fait tous les tests. Il me dit, ah ouais, il y a un problème. Je commence à dire un problème. Ça fait des mois que je suis en rééducation. C'est aujourd'hui que je suis revenu, je suis sur le terrain. C'est-à-dire, je vois le terrain, vous me dites. Il me dit oui, on a fait des tests au niveau de tes nerfs et en fait, il y a certaines de tes nerfs qui ne répondent pas. Il me dit, la sensibilité, tu as perdu la sensibilité, on ne peut rien y faire. Donc du coup, et ça, t'imagines, c'est-à-dire aller opérer tes nerfs. C'est même pas déjà, le mec il devait m'opérer une déchirure musculaire, un ligament limite, et il s'était pas rompu complètement. Il s'est loupé, et là il veut que j'aille lui donner mes nerfs. Non mais sérieusement, ça veut dire en fait, quand t'es joueur et t'es dans cette situation, le médecin est en face de toi, je voulais l'insulter. Je voulais l'insulter parce qu'il a osé me dire, lui-même c'est lui qui m'a opéré, il a osé me dire, sorry mate. Désolé, au pire, je vais pas aller. Non, mais t'es pas sérieux. C'est pas sérieux. En finalité, quand je reviens, je suis blessé. Cette blessure, en fait, pendant les 8 années qu'on suivi, en fait, je l'ai traîné. J'ai traîné cette blessure. Ce que j'ai fait, je suis là tous les jours, je vais en soins. Et ils savent pas quoi faire. Puisque les nerfs, c'est pas un truc que tu peux réveiller. Ils disent bon. Ouais, et je suis là, je suis énervé. Et à cette période-là, je boxais. Donc, et un jour, je sais pas ce qui se passe, je suis en salle comme ça et tout. Le matin, j'avais boxé, mais les gens ils savaient que je boxais, mais ils osaient rien me dire, les Anglais. De toute façon, moi, j'arrivais dans le vestiaire, quand j'étais énervé, il fallait même pas parler avec moi. Je faisais ce que je voulais. Et très professionnel. Je venais, je travaillais, je pouvais rien me dire. Tant que j'étais performant sur le terrain, ils me disaient rien. En plus, c'est les Anglais, tu sais comment ils sont, c'est le plus important. Et un jour, j'arrive, je suis en salle, je ramène mes gants, je ramène mes paos. Devant le kiné, je frappe, je suis énervé. Les mecs qui reviennent et tout de l'entraînement, et on faisait souvent les 2 touches à l'intérieur. Même ça, quand je voulais faire une passe, c'était plus trop ça. Mais là, après avoir frappé, je me sentais
faire le 2 touches contrôle, je renvoie le ballon, je me dis attends, qu'est-ce qui se passe? Je me dis mes nerfs sont réveillés, et je réfléchis, je comprends que ça faisait 1 heure que je frappais comme un malade sur les paos. Je dis ok, donc tous les jours, le lendemain je suis arrivé, je dis je m'entraîne aujourd'hui. Ils me disent comment ça? Je dis je m'entraîne aujourd'hui. Je frappe sur les paos comme un malade, je vais à l'entraînement, je fais la passe. Au lieu qu'elle aille là, elle allait juste un petit peu à côté. Et il m'avait dit ma cheville elle avait un petit problème. En fait, les nerfs en fait sont reliés jusqu'à la cheville. Donc il disait donc du coup ta cheville, elle a plus de stabilité ta cheville. Là par exemple, là tu me touches là, je sens rien. Et mon pied, si c'était sectionné, exactement la même chose. En fait, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle le kiné, je lui dis donne-moi du strap. Il me donne du strap. Je vois que ma cheville est partie sur l'extérieur, elle ne pouvait pas rester droite. Qu'est-ce que je fais? Strap, mais dur de chez dur. Il m'a fallu à peu près 10 ballons pour comprendre à peu près ce qu'il fallait que je fasse pour que le ballon arrive. Ok, j'avais compris au bout de 10 ballons. Ça veut dire que j'ai fait tout mon entraînement. Ça veut dire que normalement, quand je faisais le pas, je ne réfléchissais pas. Passe, ligne droite, carré. Là, je devais réfléchir. Je peux faire tout l'entraînement. Je devais me concentrer avant de faire une passe. Comme un enfant, je fais l'entraînement. Tous les jours, comme ça, tous les jours. Maintenant, les gens, vous voyez, ils ne comprenaient pas parce que pour eux, c'est juste avoir une blessure. Mais ils ne savaient pas. Donc tu es obligé de réadapter ton corps. Tous les jours. Mais mon entraîneur qui était à côté, il me voyait. Il me voyait parce que lui, il avait toutes les infos. Parce que c'est pour ça que quand souvent j'étais à Brighton, ça s'est super bien passé à Brighton. Mais il y a des moments où les gens, ils avaient l'impression que le coach, il allait me favoriser. En fait, et moi, je les regardais en mode, non, il ne me favorise pas, les gars, vous ne comprenez pas. Lui, il voit tout ce que je fais. Et comme il voit tout ce que je fais, il sait que le week-end, le match, il arrive, il est compliqué. Il sait que vu tous les efforts que je suis capable de faire, il sait que je vais donner ma vie sur le terrain. Et j'arrivais et je donnais ma vie. Et pour te dire, et donc mon entraîneur, quand il est venu me voir, il me dit Gaëtan, pourquoi t'arrêtes? Je dis Chris, tu te rappelles ce que j'avais? J'ai dit, tu sais que j'ai eu toute ma carrière. Il m'a dit, ouais, je me doutais un petit peu parce que tu jouais plus de la même façon. Après ça, dis-toi que 2 fois une passe à 1 mètre, je la faisais coup du pied. Coup du pied. J'arrivais en match, dis-toi, tu vois les passes, tu ne voulais pas me faire envelopper. J'envoyais coup du pied enveloppé. Même un jour, on joue contre Seb. Tu vois, Seb, tu vois mon ami Seb Basson. Baby Bass. Baby Bass. On joue contre lui, il était à Norwich. À la fin du match, il vient me voir. Du haut. Et Gaëtan, t'as grave progressé techniquement, il me dit et tout. Mais il ne savait pas que ça fait 4 mois, je fais que des passes coup du pied. Parce que je ne peux plus faire une passe intérieure. Tu comprends? Ça veut dire que le sport, le professionnel, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le professionnel qui peut faire une carrière, tu fais 15 ans de carrière, si tu n'es pas capable de t'adapter, ça veut dire si tu as une blessure, tu dois t'adapter. Ton corps il a changé, tu dois t'adapter, tu changes de style. Donc c'est pour ça que quand surtout des graves blessures, tout ça et tout. Tu es obligé. Et donc quand j'ai décidé d'arrêter, de dire quand toi t'as arrêté, t'as fait un choix. Quand j'ai décidé d'arrêter alors que j'avais encore des options, j'ai dit mais ça n'a jamais été dans mon mindset de dire ok je m'assois, je signe. J'ai dit j'ai joué pour des gens. Tous les clubs pour qui j'ai joué, tous les adversaires contre qui j'ai joué, il n'y en a aucun. Hier j'étais au téléphone avec mon petit qui m'appelle Yves Bissouma, il m'appelle et il était avec les joueurs de Tottenham parce qu'il joue à Tottenham aujourd'hui. Il y avait tous les joueurs de Tottenham derrière. Et quand il monte le téléphone, tous les joueurs sont en mode waouh, 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 waouh. Il crie, tu dis oh non, lui il était trop dur. Alors, Young Mixon, il m'avait, avec son anglais et tout, c'est trop marrant. Il me dit bon, non, toi fou. Tu vois, il me dit toi t'es fou, tu m'avais mis une patate dans la gorge. Mais parce que c'est la vérité. Donc je ne peux pas aller me cacher dans un club parce que je suis en fin de carrière, parce que 2 fois mon genou je le sentirais qu'il est un peu sensible, me dire non, je te dis les gars, j'ai d'autres projets, je vois autre chose, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'arrive, je pars comme je suis arrivé. Je n'ai rien annoncé à personne parce que je n'ai pas envoyé de lettres ou je n'ai pas fait de grandes déclarations, les gars j'arrive, je suis dans le football. Et bien en fait quand je pars comme je suis arrivé. Je n'ai pas besoin de vous et je continue à avancer. Et donc dans ton cas, c'est pour ça que je loue dans ton cas, c'est ce que tu as fait. Dis-nous donc du coup l'après-football. L'après-football. Your network is your network. J'ai eu la chance d'être entouré et d'avoir des amis. Vu que le Havre c'était quand même un des meilleurs centres de formation à ce moment-là, où toutes les personnes ont passé, tout le monde est passé pro. D'habitude on dit il y en a 1 ou 2. Là c'était tout le monde. Tous mes potes sont passés pro. Et moi je suis rentré chez mes parents.
à Londres. Après, j'étais avec mon frère Rochard à Nzogba, j'étais chez lui tout le temps quand on était à Newcastle, un peu partout. Et la réalité, c'est que t'arrives à un stade où tu sais pas vraiment quoi faire. Parce que le foot, c'est toute ma vie, donc mais ce qui est normal. j'avais pas de plan B. Donc quand ça s'est fait dans ma tête que vas-y, j'arrête, bah, je me dis, ok, moi je parle français, je parle anglais, j'ai plein de potes à moi maintenant qui sont en première ligue, ils comprennent rien de ce qui se passe, ils parlent pas la langue. C'est mes gars, bah, je vais essayer d'être là pour eux, en leur rendant des services, en étant présent pour tout et n'importe quoi. Limite une conciergerie, mais c'est mes frérots, tu vois, donc je me dis, il y a tellement de personnes dans cet entourage-là qui veulent les arnaquer, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Donc j'étais comme un bouclier, j'étais après un ligne de défense pour faire l'intermédiaire. C'est-à-dire que je faisais du business sans savoir que je faisais du business en soi. D'accord. Et que c'est comme ça que j'ai commencé avec des trucs tout bêtes. Hein. Ouvrir un compte bancaire pour un joueur parce qu'il parle pas la langue. Ou vas-y Jimmy, on t'appelle, je peux faire ci, je peux faire ça. J'étais traducteur, je peux faire tout et n'importe quoi. T'as besoin de quelque chose, vas-y appelle Jimmy, il va savoir, il va faire ci, il va faire ça. Et vu que tout le monde m'aimait bien et que j'avais des bons rapports avec tout le monde, j'étais comme ça en train de me balader à gauche, à droite, avec mes potes, l'autre il est là-bas, il est dans tel club et tout, et on est jeunes. C'est-à-dire que, ouais, mon gars, tout a arrêté, vas-y, viens me voir, il y a match et tout, donc tu sais, tu tournes un peu partout. Et vu que j'ai des bonnes relations, les gens, ils aimaient bien ma présence. Et un jour, comme ça et tout, je rencontre une personne et elle me dit, mais toi, tu fais quoi? Et je lui dis, rien. Je suis là, je dis, je fais quoi? Je sais pas, et là, il y a un match, on a San Jesse Park, après, je suis en boîte, c'est pour ça. Parce qu'à l'époque, pour moi, être agent, il fallait passer des diplômes, il fallait avoir des assurances, des ci, des ça. Et c'est un autre métier, c'est un autre game. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt dans un truc où non, vas-y, plutôt intermédiaire, ou consultant, ou quelqu'un qui fait une mise en relation sans rentrer trop dans ce côté de je suis un agent. Parce que après, t'as tes amis, t'as le business, il y a l'oseille. Si tu fais un deal et que t'as pas le même mindset que la personne avec qui tu fais le deal, bah, tu profites de lui. En fait, vu qu'il n'y a pas de transparence dans ce métier-là, il faut beaucoup de confiance. Donc, s'il n'y a pas de confiance, ou s'il y a un petit truc qui fait que la confiance, ça peut être perdue, après, ça devient très compliqué, surtout quand ça avec des proches, tu vois. Ben, dire être agent. Ben, surtout qu'en fait, il y a cette génération de joueurs, vous allez être collègues, après vous devenez potes, après vous êtes des amis. Mais il y a des joueurs qui sont intelligents. Il faut se dire la vérité, il y a des joueurs qui sont intelligents et il y en a, ils ne le sont pas. Ils arrivent aussi bien à jauger les personnes qui sont en face d'elles et à comprendre de quoi vous parlez. Il y en a en fait, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents en mode ils ne sont pas intelligents, non. C'est juste qu'en fait, ils n'ont même pas envie de se prendre la tête à essayer de comprendre. Alors que des fois, ils pourraient trouver les bonnes personnes pour les avoir à leur côté dans leur entourage. Ils prennent les premières personnes qu'ils trouvent. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce qu'ils s'amusent bien, parce que c'est les moments pour rigoler. Mais c'est pas des personnes qui sont capables de gérer. Ouais, mais en plus, je crois que nous, surtout à notre époque, bah, c'est vrai que t'as la famille, t'as les parents qui t'accompagnent, mais eux, ils savent pas comment ça se passe dans ce milieu-là. Quand tu commences à rentrer un peu dans tout ce business, agent, transfert, etc., bah, je trouve que c'est très difficile en tant qu'ancien joueur d'être un agent comme il devrait être. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand tu as été joueur, quand tu connais les sacrifices que tu as dû faire, quand tu sais que tu n'as même pas vu tes frères et sœurs grandir, que depuis que tu as l'âge de je sais pas quoi, tu es en centre de formation, où c'est entraînement tous les jours, etc. et tout, mais en même temps, tu es censé t'occuper d'un joueur et c'est lui maintenant ton gagne-pain. C'est compliqué parce que on a beau dire ce qu'on veut, les agents ils font pas des deals parce qu'ils t'aiment bien. Ça c'est des parents, ça devient du business. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a parlé, j'ai déjà parlé de la partie agent avec un agent qui a expliqué les choses. Mais les joueurs, il faut qu'ils comprennent qu'un agent, il est là pour te trouver des clubs. Donc tous ceux qui disent ah non, je m'entends super bien avec mon agent ceci, comme si en fait c'était ton pote, arrête. Parce que ton agent conseille. Ton agent, il est là pour te conseiller par rapport à des clubs.
Ça veut dire que si ils séparaient les choses, il y aurait moins de problèmes, ils auraient moins de problèmes. Aujourd'hui, ils mélangent tout et en finalité, quand ça se passe mal, quand ça se passe bien, il n'y a jamais de problème quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, ils disent ouais, ah mais pourquoi c'est. Et non, ton agent, c'est pas. Tu peux bien t'entendre avec ton agent, c'est important, tu travailles avec lui. C'est comme un collègue avec qui tu travailles, il vaut mieux que tu t'entendes bien avec lui, parce qu'en plus, c'est toi qui le choisis. Mais à côté de ça, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Il est là pour le business. Vous pouvez aller manger ensemble, rigoler, il est au courant de ta vie. Mais tu sais, quand tu arrêtes de travailler avec un agent, deux fois, il a été tous les jours avec toi pendant 10 ans. Et du jour au lendemain, vous vous appelez même plus. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne travaillez plus ensemble. C'est fini. Ce qui est dur aussi, c'est que quand tu es joueur et tu passes agent et tu vas à l'envers du décor, tu te dis, mais en fait, c'est ça ce qui se passait quand je jouais. C'est ça. Ah, vous parlez comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. Waouh. Donc en fait, quoi, C'est ça. J'étais pas un humain. Ah, j'étais juste. C'est vraiment du business. Malheureusement, quand tu arrives, comme nous on est deux fois, et que tu parles à certains, et justement tu essaies de les ouvrir les yeux sur ce qui se passe, c'est comme s'ils ont des œillères, ils veulent pas écouter, ils veulent pas entendre. Mais c'est les premiers qui vont se lever. On pouvait dire, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les smartphones un peu partout, donc on pouvait dire bon, limite aujourd'hui on n'est pas informé. Tout le monde est informé. Il faut juste savoir écouter et avoir l'intelligence de comprendre. Donc voilà, donc dis-nous un tout petit peu dans ce que tu fais, parce que Vous êtes dans mon établissement. Non, oui, je suis dessus, tu peux même pas voir, mais. un bel établissement, j'ai. Ouais, après toute cette période de football, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais ouvert un barbershop en 2017. C'était un 235 Barber Street. J'étais le premier franchisé dans Paris. D'accord. Dans Paris. Qui était juste à côté. Ok. J'ai fait ça, j'ai eu pendant 5 ans. Et par la suite, j'ai ouvert ici, G5, Barack Hotel. Toujours dans le sentier. Tu as 2 portes de mon ancien coiffeur. Et je continue mon petit bout de chemin d'entrepreneur, avec les hauts et les bas, l'actualité du moment, le Covid qu'on a pu subir, toutes ces catastrophes qui se passent. En fait, c'est ça la vie d'entrepreneur. Je crois qu'en fait, j'aime bien être hors de ma zone de confort en permanence pour grandir, pour apprendre des nouvelles choses. Et j'arrive pas à rester en faisant toujours les mêmes choses. À part certains milieux, donc nous on parle toujours du milieu du sport, le foot. Le foot, c'est des salariés. Le footballeur, c'est un salarié. Les gens ne veulent pas le comprendre. Mais même si on te paye des millions, t'es un salarié. Ah, mais moi, ça m'énerve, ça. C'est pas tout le monde qui est payé des millions. Non. Et je crois que les joueurs de foot sont pas assez payés. Non. Attends. On essaie faudrait qu'il y ait un fonds pour les joueurs. Comme ça, ils ont tous au moins un million mis à fin de carrière. Non, j'ai dit, même si, c'est ça, parce qu'en fait, nous on discute, donc c'est quand je vais dire même si tu es payé des millions, c'est pour que les gens comprennent que tu prends un joueur de foot et tu le payes 5 millions, c'est un exemple que je donne, 5 millions à l'année, ok? Mais c'est un salarié. Et ça veut dire s'ils sont 30, ils sont pas payés au même salaire, mais ils sont 30 personnes qui sont payées par un employeur. Et quand son contrat finit ou quand sa carrière s'arrête, il n'y a plus 1 euro qui rentre. Donc ça veut dire un footballeur, c'est un salarié. Et dedans, pour préciser ce que c'est des CDD. C'est des CDD. Donc avec un CDD, une élongation est chaud. Si tu fais une élongation de 4 semaines, mais je commence à regarder ton contrat, tu dis putain, il me reste 1 plus 1. Il y a une clause. Merde. Là, si je reviens pas tel match, non. Là. Oui, mais tu sais qu'il y en a, ils veulent pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils signent des contrats, par exemple, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Comme j'ai pu le lire à un moment donné, là, c'est la nouvelle mode de Chelsea. Là, ils signent des contrats de 10 ans, je crois. Ils signent des contrats de 10 ans. Les joueurs disent, bon, ok, j'ai signé un contrat de 10 ans, tranquille. Admettons, il va avoir le montant qu'il prend au mois. Et le montant qui, là, à la fin de l'année, il va me multiplier sur le nombre d'années qu'il a signé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, un footballeur, et moi je le précise pour vous, joueurs, pour moi, un footballeur, c'est sur 6 mois. Pour moi, un footballeur, c'est sur 6 mois. Un contrat d'1 an, c'est sur 6 mois. Parce que je t'explique, il y a un mercato en janvier et il y a un autre mercato en juillet. Ok? Et c'est simple. Si tu te blesses, tu te fais un peu mal, au pire des cas, franchement, si le club il t'aime bien, tu as vu comme tu as pu expliquer tout à l'heure, ils vont te redonner une chance, donc ils vont te donner 2 mercatos.
en disant, bon, tu as eu une saison dans le meilleur club au monde, d'accord, ou tu es dans un petit club mais qui est professionnel. À partir du moment où tu vas te blesser, tu es plus performant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, si tu es loin du mercato, tu peux te refaire. Si tu es près du mercato, et surtout je dirais certains pays comme l'Angleterre, où le chéquier il sort facilement, eh bien je t'explique. Tu vois tes 7 ans que tu as signé le contrat, eh bien on t'appelle, un coup de fil. Et tu as été dans la position, tu as vu aussi, tu as été en position de joueur et tu as vu un coup de fil. Bon, il faut que tu trouves une porte de sortie. Parce que. Sinon, on a un truc pour toi là-bas. Ou sinon, on a un. En Inde. Ils donnent le même salaire, mais là, on a besoin de. Tu comprends? Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour dire que les joueurs, il faut qu'ils se disent tout simplement faire une carrière. Ça va être, si je fais 15 ans, c'est 15 ans de haut, de bas, les contrats en dessous. En plus, 15 ans, t'es super gentil. La carrière moyenne d'un joueur, c'est deux contrats, c'est 6 ans. Ouais, c'est trop de joueurs. Maintenant, il y en a encore de plus en plus. Les joueurs, maintenant, ils signent pro à 12 ans. Donc, ils sont. C'est face maintenant. Heureusement, l'ascenseur émotionnel il est tellement violent que certains ne réalisent pas qu'à la fin de la majorité des carrières, c'est des grandes dépressions. Si, comme tu as fait, ou t'es pas préparé à l'après-carrière, ou même pendant ta carrière, tu te prépares déjà pas à te dire la vie, elle se finit pas à 30 ans. C'est quand tu sors du foot que tu commences à comprendre qu'en vrai de vrai, mais il y a qui a 18 ans, qui a une voiture, un appart, un taf, il voyage, tout ça et tout. Déjà, nous, on est comme des prématurés. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent dans le monde, je sais pas moi, dans le monde réel. 8 ans, 29 ans, ils ont fini des grandes études. Là, maintenant, ils commencent à trouver un taf, une expérience, etc. Nous, à 18 ans, on était... C'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait en sorte que les gens se voilent la face, les joueurs se voilent la face. Les personnes extérieures, en fait, voient le football d'une certaine façon. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Dans le football, il y a les smicards du football. Non. Oui, non, dans le football. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je dis Dans que le football, les joueurs de foot, en tout, je trouve qu'il y en a, ils sont pas assez payés. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Parce qu'on met toujours le focus sur ceux qui prennent des gros. Mais c'est pour ça. Les smicards du football, comme tu dis, c'est dur. Mais déjà pour moi, si en fait on veut arrêter d'avoir cette image, bien sûr c'est vrai qu'on gagne. Et dans le football on peut gagner certains montants. Mais pour la courte période que tu joues, c'est-à-dire si tu joues et que ta carrière s'arrête à 34 ans, eh ben si tu regardes une personne qui a fait des années, qui a fait des longues études, qui commence à travailler vers les 30 ans, il a toute la période de maturité pour gagner son argent quand il est mature. Donc il a plus de chances de bien investir, il a plus de chances déjà d'être posé. À 18 ans, la plupart n'est pas posé. Dans des sorties qui sont bêtes, d'accord. En boîte de nuit, ça va brûler. Voilà. Et le pire encore, c'est pas ça. C'est quand justement, comme tu as dit, quand tu as le super joueur qui joue dans un gros club, qui a un contrat à des millions, qui rencontre l'équipe de bras cassés qui joue dans un club. Non mais qui joue dans un club moyen et ils sont 4-5 et maintenant ces génies, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de vouloir faire la guerre à l'autre alors que le mec, actuellement son compte en banque, il est plein, même si à la fin de la soirée il décide de tout vider, le mois prochain il va le re-remplir. Mais il décide de faire la guerre à l'autre. Tout ça pourquoi? Tout ça pour généralement en plus finir tout seul. Tout ça pour finir tous à 4 ou à 5 dans les voitures. Bon les gars, venons on rentre à la maison. Non mais on dit les choses parce qu'on connaît le ballon et tout ça. Nous on en rigole. Mais on en rigole, c'est pour aussi ouvrir les yeux à certains et leur dire les gars, arrêtez. Arrêtez parce qu'on connaît notre milieu, certains ne connaissent pas. Mais quand vous allez arrêter le ballon, vous allez de le regretter. Donc en fait, il faut vraiment faire attention aux personnes qui t'entourent. C'est compliqué parce qu'une fois que tu arrives à un certain niveau, t'as des convoitises de tous les sens, tout le monde vient, t'es le plus beau, t'es le plus fort, On dit pas non. Mais pourquoi ils disent pas non? Parce qu'ils sont là dans leur intérêt. Dans leur intérêt. C'est juste les personnes qui vont te dire les choses. Si t'es sur ton nuage, tu vas dire ah ouais vas-y toi t'es un hater ou t'es ci ou t'es ça. Mais non, c'est vrai, il n'y a que des amis qui peuvent te dire réellement si tu merdes ou pas. Tu sais que les gens,
toutes ces personnes, elles ont l'impression, en fait, qu'on est au même niveau. Je prends un exemple, si moi je viens, tu me connais, d'accord? Donc je viens, je vais te dire toutes les vérités. T'es joueur, t'es pas joueur, t'es vilain, je te dis t'es vilain. Non mais c'est la vérité. Et je le dis pas en mal, je le dis parce que j'ai besoin de te le dire. Et les personnes que soit les joueurs vont côtoyer, soit les gens qui sont dans l'univers du football, elles vont jamais oser dire. Pourquoi? Parce qu'elles voient leur intérêt. Parce qu'elles voient ce que tu peux leur apporter. Regarde, si t'es un yes man, si tu dis non, peut-être qu'on va te retirer le pain de la bouche. Hein. Mais justement, le problème, c'est que nous, on n'a aucun pain à se retirer. Donc, ça veut dire que nous, on dit ce qui doit être dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en plus. Ceux qui sont dans les entourages des joueurs, pour la plupart, il y en a beaucoup, ils sont obligés d'accepter tout ce que le gars il va dire, tu vois. Et moi, des fois, j'ai vu des scènes où t'as l'ami du joueur, t'as le joueur il raconte n'importe quoi et l'ami il est obligé de dire oui, il dit oui. Et tu te dis mais... Sérieux? Non mais... C'est pour ça que t'as peur, mais dis-lui la vérité. Moi j'en ai vu. Et moi j'en ai vu, j'ai même vu des situations. En fait, j'ai vu des situations qui en fait pour moi qui devenaient aberrantes. C'est dans le sens où tu vois, t'es naturel, tu fais ce que t'as toujours fait, tu dis ce que t'as toujours dit, tu te comportes comme tu t'es toujours comporté. En fait, c'est une hypocrisie qui est pour moi, pour mes yeux, insupportable. Insupportable dans le sens où si justement moi je veux ton bien, je vais te dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si justement je vais te faire comprendre que en dehors de la bulle, c'est un autre monde. Et le monde là, pour y survivre, il faut pas que tu aies ça parce que sinon en finalité, c'est comme si tu marches avec les poids. Tu as vu les poids avec lesquels tu es à l'école? C'est comme si tu marches avec ceux-là, mais dans la vie de tous les jours. Les joueurs qui nous écoutent, et j'espère qu'ils entendent aussi ce qu'on dit sur le ton de la plaisanterie, d'accord? Mais en même temps, c'est pour leur passer un message pour dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'il faut éviter. Les études, s'il vous plaît, c'est important. Parce que moi, j'ai fait des grandes études. Hein. J'ai un peu de chance j'ai un peu de détermination, de curiosité, tout ça. Je m'intéresse à plein de choses. Mais je peux pas avoir un regret, c'est de ne pas avoir poussé plus les études. Pas juste pour avoir des diplômes ou autre, mais à titre personnel, tu vois. Parce que quand tu es dans le foot, on a aussi le temps de faire des trucs. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, moi juste avant que j'arrête ma carrière, j'ai passé justement mes diplômes de management sportif. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais pour ça, il faut s'en intéresser. Je peux comprendre le sportif en fait qui a sa tête à fond dans le ballon parce que faire les deux, c'est vrai que quand tu arrives, les entraînements, tu es fatigué. Faire les deux, c'est compliqué. Mais par contre, si tu ne le fais pas dans la période où tu joues, en fait, ne t'éparpille pas. Alors, ça veut dire ne gaspille pas ton argent dans des futilités. Comme ça, quand tu arrêtes ta carrière, eh ben en fait, tu as du temps de te concentrer sur d'autres choses. Que ce soit des formations, des trucs. Il y a énormément de choses. Surtout quand tu joues. Nous, après les entraînements, on faisait quoi? On joue à Call of Duty ou on joue à FIFA. Donc, tu as le temps de lire un truc. Tu as le temps de lire, tu as le temps d'apprendre, tu as le temps de regarder. Même des vidéos, comme nous on le fait aujourd'hui, tu as le temps de regarder des vidéos où on va te donner des conseils, où tu vas apprendre. Et tu as le temps aussi d'aller vers d'autres personnes qui sont en dehors de ton cercle proche pour justement te renseigner. On ne demande pas d'aller te renseigner, de faire confiance à ces personnes-là, mais justement d'aller écouter et de voir, de découvrir des nouvelles choses. J'étais content de t'avoir reçu. On a plein d'autres sujets dont on a pu parler, mais déjà dans un premier temps, c'était découvrir l'homme que tu étais, découvrir l'homme que tu es devenu, l'entrepreneur que tu es devenu après malheureusement l'échec de cette carrière que tu aurais pu avoir. Donc c'est important de montrer différents aspects. C'est important de se dire que voilà, il faut avoir un plan B. Si on n'a pas le plan B, ce qui peut arriver, parce qu'on est focalisé sur la carrière, sur le fait de vouloir réussir. Mais par contre, moi c'est clair que j'avais pas de plan B. Mais j'ai une détermination sans limite. Donc à ce niveau-là, ça a été ma force. Mais j'avais vraiment pas de plan B. Donc aujourd'hui, je peux faire dire à des personnes qui écoutent que faut avoir quand même un plan B. Il faut l'avoir. Un petit au moins. Non, il faut avoir. Et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que moi, je me suis jamais mis dans ma tête que j'allais être blessé. Pour moi, j'étais invincible. C'était impossible. La manière dont j'étais sur le terrain, c'était le fighting spirit. Personne va me faire mal. C'est-à-dire que même quand mon genou il était
tourner. Pas mal. J'avais pas mal, gros. J'ai voulu me retourner, sauf que en fait, c'était pas. Moi, je croyais que c'est mon protège tibia qui était derrière ma jambe. Mais c'était ma jambe en fait. Donc c'est là que je me suis dit, ah non. Mais c'est important. Tout l'engouement qu'il y a autour des petits, autour des stades. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai mes neveux qui jouent. Quand je vais à leur match, je vois des centaines de personnes autour du stade. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable. Là, c'est vraiment business is business, tu vois. C'est business. Donc, Donc, justement, si on prend le football, parce que le football est pris. le football a changé. Le football est pris pour du business. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le football savent que le football c'est un business. Donc maintenant, les personnes aussi qui sont à l'intérieur, si vous voulez le voir comme un business, parce qu'à la base je parle pas du joueur lui-même, parce que le joueur lui il veut jouer, d'accord. Mais en finalité ça devient un business parce que ça devient son gagne-pain. Mais du coup, il faut s'entourer de bonnes personnes justement pour que son business réussisse. Et pour ça, le joueur doit se cultiver. C'est ça. D'accord. C'est au joueur. Il doit apprendre, il doit comprendre. Et c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et Merci, à très bientôt et merci à toi. À bientôt dans Ballroom. À bientôt dans le Ballroom. Bless.